C'est le milieu de la nuit. Nous sommes à San Pedro Sula, la capitale économique du Honduras. Après plus d'une journée de bus, le retour n'est pas chaleureux pour ces dizaines de femmes et d'enfants qui avaient fui le pays pour gagner les États-Unis. Ils ont été arrêtés au Mexique puis rapatriés. Pour ces deux mères de famille, c'est retour à la case départ. Dieu merci, nous allons bien. Où est-ce qu'ils nous ont arrêtés déjà? Palenque. C'est là que notre voyage s'est fini. On s'est fait attraper. Marissa voulait rejoindre son mari qui travaille clandestinement aux États-Unis depuis 2 ans. Elle avait laissé 3 enfants chez ses parents et n'avait emporté que l'aîné. Viens, mon amour. Voilà, c'est fini. Je suis là, ma chérie. Ils ont été sages? Je pensais ne plus les revoir avant plusieurs années. Je suis heureuse de les revoir. Ma petite fille, tu m'as tant manqué. Marissa pensait travailler au moins 3 ans aux États-Unis. Pour cela, elle s'est endettée afin de payer les $5 000 exigés par le passeur. C'est tellement difficile de passer maintenant. On m'a dit que plus personne n'y arrivait. J'étais si inquiète. Son amie Argentina, elle, n'a nulle part où aller. Son mari, garde du corps d'un notable, a été gravement blessé dans un règlement de compte, puis jeté en prison. Elle a hypothéqué sa petite maison et placé ses enfants dans des institutions d'accueil. Elle n'a emmené qu'Alexander, le plus jeune. Je ne peux plus retourner chez moi. Je ne peux plus. Mon mari a été menacé de mort et mes enfants aussi. Les malfaiteurs ont dit que dès qu'il sortirait de prison, ils le tueraient. Lui et toute sa famille. C'est la peur qui m'a fait partir. Il faut que j'aille vivre ailleurs. Nous interrompons votre programme pour vous faire part de ce drame qui vient de se passer ici à San Pedro Sula. 4 personnes viennent d'être tuées. Et les menaces de mort au Honduras sont rarement des paroles en l'air. Les journaux télévisés sont tachés de sang. Le sang des assassinats entre les maras, ces groupes de gangsters tatoués du nom de leur bande. Apparus dans les années 80, les 2 principales maras, la MS et la 18, sont désormais actives dans plusieurs pays d'Amérique centrale où elles se battent pour le contrôle du marché de la drogue. Elles extorquent les commerces et les entreprises et terrorisent la population. Personne n'est à l'abri de cette criminalité dont les compteurs sont devenus fous. Parfois 20 meurtres par jour à San Pedro Sula, cette ville d'1 demi-million d'habitants, connue pour être la plus dangereuse du monde. Et ici, les gens sont nourris d'un seul rêve, les États-Unis. Lui aussi avait rêvé de fuir cette violence. Après sa tentative ratée de gagner les États-Unis, Esteban s'est mis au violon pour reconstruire sa vie. Il a 17 ans. Menacé par la Mara MS, il doit rester anonyme. Il y a quelques mois, il avait pris la route avec 6 adolescents, des mareros qui voulaient quitter le groupe criminel. Notre but était partir, sortir d'ici, par n'importe quel moyen. Partir et ne plus jamais revenir. Alors on est monté sur ce fameux train de marchandises, vous savez, celui qu'on appelle la bête. On s'est perché là-haut. Notre guide nous a dit, bon, à partir de maintenant, si vous vous endormez, ils vous trouveront et vous renverront à San Pedro. On se sentait vraiment mal là-haut, parce qu'on peut être attaqué à n'importe quel moment. Il y avait ce garçon, il ne faisait pas partie de notre groupe au départ, mais il est devenu notre ami en chemin. Il est tombé du train. Personne n'a pu le sauver. Il est mort là.
Avant même qu'on ait pu passer la frontière des États-Unis, alors qu'on marchait vers le mur, la police mexicaine nous a repérés. Alors j'ai pensé, qu'est-ce que je fais? Et vous savez, vous vous sentez si nerveux que ça vous paralyse. Je ne savais pas quoi faire. 4 d'entre nous sont arrivés affilés. Dieu sait ce qu'ils sont devenus. Et ils en ont attrapé 3. Celui qu'on surnommait Pinocchio, Edwin et moi. Les criminels les ont obligés à s'allonger, puis les ont tués l'un après l'autre d'une balle dans la tête. D'après la police, il s'agissait d'un meurtre soigneusement planifié, comme le suggère la méthode employée. Peu après le rapatriement, le journal télévisé lui apprend la mort de l'un de ses 2 amis. Il avait 16 ans. Ils l'ont sûrement tué parce qu'il avait essayé de sortir de l'Amara, ou parce qu'ils ont pensé qu'il allait les trahir. Lui croyait qu'en s'enfuyant, il allait s'en sortir. Il n'a pas réalisé à quel point c'était dangereux de revenir ici. L'autre, Pinocchio, est mort aussi. On m'a dit qu'il l'avait tué à coups de pierre, dans un champ, tout près d'une prison. Esteban est désormais le seul survivant du groupe. Plus de 100 000 Honduriens ont quitté le pays en 2014. Une explosion par rapport aux années précédentes. Et phénomène nouveau, environ un quart d'entre eux sont des mineurs. Le gouvernement hondurien s'est lancé dans une grande campagne contre la migration infantile. Ne mettez pas la vie de votre enfant en danger. La migration infantile, une autre forme d'abandon. Figure de proue de cette campagne, la femme du président de la République multiplie les prises de parole. Mais elle feint d'ignorer le problème de la réintégration des rapatriés. Il y a eu plusieurs cas de jeunes qui ont été tués après avoir été rapatriés. Certains avaient tenté d'émigrer pour raison de sécurité. Oh non, je n'ai jamais entendu parler de cas de migrants qui ont été victimes de violences après avoir été rapatriés. Mais nous faisons de notre mieux pour les recevoir dignement et dans de bonnes conditions de sécurité, afin que les enfants, les jeunes et tous les adultes en général puissent se réinsérer dans notre pays. Malgré les efforts pour persuader les Honduriens de rester, Sœur Valdez continue d'accueillir des flots de rapatriés chaque jour à l'aéroport de San Pedro. Il y en a eu 45 000 en 2014, dont 11 000 mineurs. Avec ses volontaires, elle les aide dans les formalités administratives. Ce n'est pas une migration spontanée. On appelle ça la migration forcée. Parce que si vous ne partez pas, vous allez mourir. Forcés de partir, mais forcés de revenir, ceux qui sont renvoyés au pays sont livrés à eux-mêmes. La société hondurienne doit prendre ses responsabilités et accompagner ces gens, en particulier les femmes. Et nous sommes en train d'échouer. Qu'est-ce qui se passe après la déportation? Qu'est-ce qu'on va faire pour eux? Argentina n'a plus rien au Honduras. Ni travail, ni soutien, ni argent, et aucune protection. Elle n'a pas pu payer toute la somme que réclamait le coyote, comme on appelle ici les passeurs de migrants. Alors elle n'est pas sûre qu'il lui permettra de retenter le voyage. Marissa doit prendre une importante décision avec son mari. Va-t-elle ou non retenter le voyage? Bonjour mon amour. Ça va? Pour être sincère avec toi, j'y crois encore. Mais j'aimerais repartir avec la petite, parce que je lui ai beaucoup manqué. Ok, alors tu me diras ce que tu décides.
Si j'essaie encore, ça sera avec la petite. Et sinon, eh bien, tant pis. On se débrouillera ici. Ok, je t'embrasse. Bye. Alors? Il doit encore réfléchir. Il n'est pas sûr de vouloir que je retente. Ça dépend de lui et du coyote. Parce que si le coyote ne nous rappelle pas, on aura tout perdu. Et l'argent avec. Selon l'accord conclu avec le coyote, Marisa a droit à 3 tentatives de passage. De nombreux trafiquants d'êtres humains se sont récemment spécialisés dans les femmes et les enfants, car ils savent que les mères se servent des mineurs comme de passeports pour rester aux États-Unis. Le coyote nous aide à traverser la frontière et nous laisse juste de l'autre côté. Après, on se rend à la police. Et si vous avez un mineur avec vous, on vous donne automatiquement un permis de séjour pour 5 ans. Dans les rues des grandes villes, le gouvernement a dû créer une nouvelle force de sécurité, la police militaire, pour faire face à la montée des maras. Ce secteur s'appelle la frontière, parce qu'à notre gauche, c'est contrôlé par la Mara 18 et à droite, par la Mara MS. Sur les murs, les maras ont marqué leur territoire. Des centaines de maisons ont été abandonnées. Le capitaine Oseguera est en charge de la sécurité dans un quartier qui a pris des allures de village fantôme. Les gens ont fui à cause de la peur. C'est ici une zone de guerre entre les maras. Ces maisons attirent désormais des familles pauvres à la recherche d'un toit. Vous devez parler au propriétaire, parce que si vous voulez rester ici, vous devez être en règle avec le registre de la propriété. Bon, on est dans le coin. Si vous avez besoin de nous, d'accord? Au revoir. Leur modus operandi est de recruter des enfants pour vendre de la drogue ou tuer des gens. Alors les parents choisissent d'émigrer. Avec ces moyens militaires, le gouvernement espère reprendre la main sur des secteurs où la police régulière n'entrait plus. Le quartier où vit Esteban est lui aussi une zone sensible. Ce quartier là-bas, c'est le triangle. Je ne peux pas y aller, c'est trop dangereux. Il y a souvent des affrontements. Plus loin, c'est la Jupiter, et c'est la même chose. Donc, passer ce coin de rue, je ne mets plus les pieds. Un étranger ne peut pas s'y aventurer. Tu dois connaître quelqu'un qui y habite pour que cette personne vienne elle-même te chercher. Tu ne peux pas y rentrer tout seul. Encore enfant, Esteban a dû quitter sa ville natale, El Progreso. Sa mère y est une des chefs de la Mara MS. Depuis, il a vécu avec plusieurs parents éloignés, dans la crainte qu'elle le retrouve. J'ai trop peur. C'est pour ça que je n'y vais plus. Ma mère est une chef de la Mara. Elle pourrait me forcer à intégrer la bande. Ou je pourrais mal tourner là-bas. Il partage maintenant une chambre avec une grand-tante et un lointain cousin. C'est eux qu'il considère comme sa famille. Ma mère avait 17 ans quand je suis né. Mon père, je ne l'ai jamais connu. Je suis ce qu'on pourrait appeler un enfant non désiré. Quand j'avais 6 ans, oui 6 ans si je me souviens bien, ma mère avait été condamnée pour port d'armes illégales, trafic de drogue et homicide. Quand elle est sortie de prison, elle n'a pas repris contact avec nous. Mais on entendait les rumeurs. La dernière chose qu'on m'a dit, c'était qu'elle avait voulu quitter la Mara, et que ça s'est mal passé. On l'a battue pour la forcer à rester.
Comme j'étais le fils de quelqu'un de haut placé dans la Mara, j'avais un statut un peu spécial. Mais c'est un leurre, parce que ça aurait pu me mener à un grand vide, donc je n'aurais pas pu m'échapper. Rentrée des classes après les vacances de Noël. Pour tout le monde ici, Esteban est un garçon sans histoire. Hey, salut, comment ça va? Avoir des contacts avec une Mara ou avoir été rapatrié, des stigmates difficiles à porter dans la société hondurienne. Je leur ai juste dit que j'étais parti en vacances. Et ils pensent que je vis avec ma vraie famille. Je reste discret sur les détails. Ils pourraient jaser. Je ne sais pas comment ils réagiraient. Ici, la migration infantile qui a explosé l'année dernière s'est ressentie dans les salles de classe. Les professeurs se sont retrouvés impuissants face au phénomène. On l'a vu très clairement. Beaucoup de nos élèves ont abandonné l'école, ont essayé d'émigrer aux États-Unis illégalement. Et 2 ou 3 mois plus tard, ils étaient de retour en classe. Je dirais que ça a concerné entre 5 à 10% de nos effectifs. Le lycée d'Esteban est l'un des plus grands de la ville. Mais ici aussi, les groupes criminels ont leurs entrées. Ces graffitis ont été laissés par la Mara 18. La journée d'Antonio et Carlos, journalistes, se résume parfois à courir d'une scène de crime à l'autre. Constamment branchés sur le scanner de la police, ils sont informés en temps réel sur les meurtres et les fusillades. Au fil des années, ils ont vu la cruauté des Maras atteindre des niveaux alarmants. C'est courant que dans les quartiers où agissent les Maras, des enfants soient tués dans les fusillades. J'ai vu des enfants de 9 ans mourir dans des échanges de tirs entre les Maras et la police. Depuis que les Maras ont gagné du pouvoir, c'est devenu de plus en plus courant. L'année dernière, il y a eu beaucoup d'assassinats d'enfants. La police dit que c'est parce qu'ils n'avaient pas voulu intégrer la Mara. Les enquêtes montrent aussi qu'ils recrutent directement dans les écoles. C'est très préoccupant. C'est le milieu de l'après-midi. Une fusillade a éclaté entre une Mara et la police qui recherchait les meurtriers d'un chauffeur de bus. Un jeune marero a été tué. Devant les habitants soulagés de voir ceux qui les terrorisaient les menottes aux poignets, la police a arrêté le reste de la bande. Certains d'entre eux sont encore des adolescents. Carlos et Antonio ont transmis leurs images en direct depuis les lieux du crime. Des 3 morts par balle qu'ils ont couverts aujourd'hui, 2 étaient des mineurs. Le problème, c'est que dans la loi hondurienne, les mineurs ne peuvent pas écoper de lourdes peines. C'est pour ça que les Maras cherchent à recruter des adolescents pour commettre leurs crimes. De simples petits délinquants qui se battaient avec des barres de fer et des couteaux, les mareros sont devenus des professionnels du crime, une mafia qui a étendu son pouvoir sur la société. Regardez, on ne le distingue pas vraiment, mais près du cadavre, il y a une arme. La police a dit que c'était un R15. C'est une arme très puissante et moderne. Et ils ont aussi remarqué qu'elle avait été modifiée pour la rendre encore plus puissante que les armes de la police. Antonio sera sur le pied de guerre jusqu'à demain matin. Il dormira dans la rédaction pour pouvoir couvrir les meurtres de la nuit. Marissa a finalement décidé de retenter le voyage. Le coyote l'a rappelé pour fixer un autre départ dans 2 semaines. Ce qui lui laisse le temps de s'assurer que ses enfants ne manqueront de rien pour les mois à venir. Et ça coûte combien? Mais c'est trop grand.
C'est bientôt la rentrée des classes. C'est important pour eux. Il faut que je sois là. Ensuite, je serai encore avec eux une semaine et je partirai. Un de ses 4 enfants ne fera pas sa rentrée cette année, car il sera sur la route avec elle. Argentina aussi va finalement repartir. Mais Alexander est malade. Il a de fortes fièvres. Le premier voyage a été difficile. Mais j'espère que ça se passera mieux cette fois-ci. Argentina ne peut qu'espérer qu'il reprendra des forces avant le départ. En attendant, Marie s'attache de ne pas trop penser au voyage et profite de chaque instant avec ses enfants. Les 2 amies savent qu'elles se frotteront encore à la corruption de la police. Partout, la migration infantile est devenue une affaire juteuse. Ils te disent, toi, toi et toi, vous venez. Alors tu descends du bus. Ils te prennent ta carte d'identité et t'amènent au poste. Le bus t'attend. Et au poste, tu sais déjà que tu dois payer. J'ai dû payer 50 quetzales pour moi et 200 quetzales pour l'enfant. Ensuite, ils te rendent ta carte et tu retournes au bus et c'est reparti. D'après des estimations, 47 000 migrants ont disparu en traversant le Mexique depuis 2006. Accidents, enlèvements par les cartels de la drogue ou trahison des passeurs. Des crimes qui restent presque toujours impunis. Les coyotes ont volé tout l'argent d'une amie d'Argentina. Ils l'ont roulé dans la farine. Ou parfois, ils livrent des migrants à un cartel mexicain, les Zetas ou le Golfe. On connaît ces histoires. On connaît tous des gens à qui c'est arrivé. Mais pendant le voyage, on faisait confiance à Dieu pour que même si on se faisait attraper, il ne nous arrive rien de grave. Alors moi, j'ai plus confiance en Dieu qu'en les coyotes. Tout le passé d'Argentina et d'Alexander tiendra dans un petit sac à dos. Il faut voyager léger et surtout rester discret. Et ça, ce sont tous les numéros des gens que je connais. Argentina commet une imprudence. Les numéros de téléphone sont la première chose que les criminels recherchent quand ils kidnappent des migrants pour exiger des rançons aux familles. Elle considère que le voyage sera de toute façon moins dangereux que de rester au Honduras. Esteban espérait s'inscrire dans une école de musique aux États-Unis, mais il a abandonné l'idée du voyage. Je me sens bien. Vous voyez, cette année, je vais passer mon bac. Et si j'ai de la chance, l'année prochaine, j'irai à l'université. J'ai eu mes examens à l'école de musique. Je suis heureux. Et reconnaissant envers ma grande-tante, envers Dieu et tous ceux qui m'ont aidé. Il essaye maintenant de transmettre le peu qu'il sait, bénévolement, aux enfants de son quartier. Je veux t'écouter plus fort. Beaucoup de gens me disent « Tu es trop bête, pourquoi tu n'essaies pas d'aller aux États-Unis? Tu serais mieux là-bas. » Mais je ne veux pas. En courant après ce rêve, je pourrais basculer dans un cauchemar. Et je ne veux pas revivre ça. Je sais que je peux m'en sortir ici, de quelque manière que ce soit, dans la pauvreté, ou même si je dois marcher jusqu'au lycée pour économiser l'argent du bus, ou travailler dans les champs. Je dois m'accrocher. Je sais que tout n'est pas perdu. Y en tu corazón, ay, me refugié.